C'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de type live démo. C'est le premier du nom pour la gestion des documents et l'intégration BPM. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Rivo Rakotomala, là, ça va, je l'ai bien dit. Parfait, qui est le chef de projet dématérialisation et technical leader BPM à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour Rivo. Bonjour, bonjour à tout le monde. Enchantée d'être avec vous. Alors aujourd'hui pour cette live démo, on va vous faire une présentation rapide du sujet. Donc c'est moi qui vais m'occuper de cette partie. Ensuite, Rivo va traiter un cas d'usage avec une démonstration dans la solution. Et on gardera 10-15 minutes à la fin pour les questions et réponses. On est à votre disposition, bien entendu. Cette session de live démo est enregistrée, donc si jamais vous avez besoin de la revoir, elle sera ensuite diffusée comme vidéo et disponible sur notre site. Alors, démarrons ce sujet. Alors, pourquoi intégration des documents et intégration BPM et gestion des documents? Eh bien, parce que c'est un sujet qui est très souvent rencontré dans les projets et qui est vraiment une préoccupation importante de la plupart des utilisateurs, des clients, des partenaires avec qui on travaille. Et on s'est dit que le sujet valait vraiment le coup d'être approfondi. Donc, on va voir durant plusieurs événements et aussi plusieurs ressources écrites différents cas d'usage d'intégration. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un cas spécifique qui va nous être présenté par Rivo lié à la signature électronique. Mais avant ça, on va démarrer avec une question que tout le monde se pose, puisque je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé des GED. C'est pourquoi coupler la gestion documentaire, qui a priori apporte déjà beaucoup de choses au niveau de la gestion des documents, avec le Business Process Management. Eh bien, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir le meilleur des deux mondes et on va comprendre pourquoi tout de suite. Alors, d'abord, un petit focus sur la GED. À quoi sert la GED? Eh bien, elle va permettre de capturer, de gérer et de stocker du contenu. Du contenu qui va être lié à des processus métiers. Donc, ce contenu peut être structuré ou non structuré, donc du contenu avec des données ou des documents. Donc, la GED va permettre de gérer ce contenu et de gérer la collaboration liée à ce contenu à travers, par exemple, des workflows basiques. De son côté, le BPM, lui, permet d'automatiser et d'optimiser les processus métiers liés à ce contenu. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'autre côté du miroir. Le processus, lui, va gérer le contenu qui va être intégré dans un processus métier. Et donc, le BPM va apporter ses capacités de gestion documentaire basique, mais surtout permettre de stocker ce contenu et aussi de gérer les révisions. Donc, on va avoir une complémentarité de chaque type de solution et de chaque concept. Alors, comment se joue cette complémentarité? Eh bien, la GED va permettre d'apporter de la flexibilité sur les fonctionnalités de gestion de contenu en gérant ce contenu intrinsèque au document. Quant au BPM, lui, il va valoriser la production de ce document et l'intégrer totalement dans le processus métier. On voit donc que les deux sont complémentaires et on va voir tout de suite les bénéfices que ça peut amener d'intégrer une solution BPM avec de la GED. Alors, ces bénéfices, on a essayé avec Rivo d'y réfléchir et de vous apporter des mots-clés. Les mots-clés sont, on a de l'indexation, on a de la possibilité de tenir en charge sur des volumétries importantes. On va pouvoir indexer et rechercher le contenu de façon plus simple et plus fine. On va pouvoir gérer de façon très fine les droits d'accès à ces contenus. On va avoir une intégration native et du coup, la possibilité de transformer, de collaborer sur ces contenus et ces documents. On a aussi tout l'aspect validation et certification de ces contenus, notamment via la signature électronique qu'on va voir aujourd'hui. On va aussi pouvoir, via l'intégration entre la GED et le BPM, modéliser les processus dans lesquels sont intégrés ces contenus. Avoir un meilleur contrôle de la collaboration sur ces documents et ces contenus. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir
automatiquement assigner des tâches. On va pouvoir gérer des rappels, des notifications. Donc, optimiser le processus autour de la gestion de ces documents et simplifier les interactions avec tous les autres systèmes tiers. C'est tout l'intérêt. On va pouvoir, par exemple, coupler de la GED, des bases de données, des signatures électroniques, le BPM, tout ça ensemble au sein d'une même solution. Et on va aussi pouvoir gérer la maintenabilité et la mutualisation des développements. Et ça, on va le voir plus tard dans la démo. Donc, voilà, un petit peu tout ce qu'on a, nous, trouvé comme intérêt et comme bénéfice à coupler les deux. D'ailleurs, si vous avez des retours d'expérience et que vous avez vu des bénéfices de votre côté, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou dans les questions. Comme ça, on pourra le partager à la fin de la démo. C'est aussi l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cas d'usage? Eh bien, il y a beaucoup de cas d'usage qui gèrent des documents. Donc, par exemple, tout ce qui va être gestion de contrat, tout ce qui va être gestion de commande, validation de compte rendu, demande de versement, par exemple, où on va travailler sur de l'ajout, de la création et de la suppression et de l'archivage de documents. Quand je dis création, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un ajout de document déjà ailleurs, mais aussi on peut le créer à partir du contenu. On va gérer la consultation de ces documents, qui a le droit de les consulter, comment ils peuvent être consultables, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est de façon PDF, dans un formulaire, enfin il y a plein de façons de consulter. On va avoir une gestion de la validation gérée à plusieurs niveaux, soit par des personnes différentes ou des entités différentes, mais aussi une validation à plusieurs niveaux fonctionnels, en gérant des règles métiers qui vont permettre ces validations. On va aussi avoir la gestion des classements automatisés qui va être simplifiée à la fois par les règles métiers des GED, mais aussi parfois par l'automatisation des tâches dans le BPM. On va pouvoir gérer facilement les versions sur les documents, et ça, c'est très important pour gérer l'historique, notamment dans des référentiels, et les règles d'utilisation de ces documents. On sait tous très bien que sur des documents officiels, réglementaires, on a parfois des règles d'utilisation très strictes de ce genre de documents, notamment liées à des aspects sécuritaires. Donc là, on est sur les cas d'usage que vous devez tous avoir déjà vus plus ou moins. Mais alors, comment ça s'intègre quand on utilise du BPM, de la GED, des parapheurs, enfin voilà, tous ces outils? On a plusieurs solutions. On va d'abord avoir ce qu'on appelle le connecteur CMIS, qui est le connecteur générique pour permettre d'intégrer des solutions GED avec des solutions BPM notamment. C'est un connecteur standard dont je vous parlerai juste après. Ensuite, on va avoir des connecteurs spécifiques de type web service, SOAP ou REST selon les cas, qui vont permettre de l'intégration aussi avec des GED et avec les signatures électroniques. On en parlera après. Vous pouvez aussi développer vos propres extensions, notamment en faisant des REST API extensions, qui vont être du coup complètement personnalisées en fonction de vos besoins par rapport à vos propres outils. Et enfin, on peut imaginer intégrer les documents via des widgets qui vont du coup permettre d'intégrer le contenu et les documents directement dans l'interface utilisateur sur le web. Voilà, ça, ce sont des exemples et des solutions d'intégration. On va prendre deux exemples spécifiques d'intégration autour de Bonita, liés à tout cela. Une intégration dans la GED, par exemple, ça peut être SharePoint. On va pouvoir, avec Bonita et en utilisant soit le connecteur CMIS standard, soit en développant des web services SOAP et REST, les intégrer dans la GED. Alors là, peut-être, Ivo, tu as déjà des choses à dire là-dessus. Est-ce que tu souhaites intervenir? Oui, donc, chez nous à Dauphine, par exemple, effectivement, dans le processus que je vais vous présenter tout à l'heure, on n'aura pas le privilège de voir la continuité dans SharePoint, mais effectivement, sur une autre application que nous avons mis en interne, la finalité, c'est effectivement de déposer ces documents valorisés dans notre référentiel qui est notre GED, donc concernant par exemple les contrats des enseignants vacataires typiquement, qui sont pilotés par le workflow qu'on développe dans Bonita et dont la signature électronique est aussi orchestrée par notre parapheur. Et tout ça gravite autour de notre moteur BPM qui est Bonita. Voilà.
Et non, là, à ce niveau-là, nous, on utilise les web services REST parce qu'on n'a pas d'expérience sur le connecteur CMIS. Donc, voilà, je suis preneur, moi, d'informations sur l'usage du connecteur, en tout cas. Ça Voilà ce que je viendra peux dans dire. un prochain événement Ça qui est en marche. préparation. Très bien. Bah, justement, du coup, aujourd'hui, on va se focaliser sur cet exemple et je pense que c'est très bien. Ça va permettre de comprendre un type d'intégration. Alors, on parlait tout à l'heure du connecteur CMIS, justement, et c'est ce que tu dis, du coup, Rivo. Ce connecteur, en fait, c'est un connecteur standard qui respecte le standard OASIS depuis 2010 et il va permettre de gérer toutes les interactions avec des dépôts de contenu. Ça peut être déposer un document, créer un document, parcourir un document, modifier un document. Et comme on peut le voir, ce type de connecteur s'intègre avec tous les principaux fournisseurs de GED du marché. Nous, on avait aussi avant un connecteur Alfresco dédié. Aujourd'hui, on utilise principalement le connecteur CMIS parce que vraiment, il s'adapte à tout type de GED. De la même manière, hein, ça, je pense que tu connais très bien et tu vas pouvoir en parler. En termes de signature électronique, il y a deux protocoles qui vont permettre de s'intégrer avec les principaux outils du marché, que ce soit DocuSign, DocaPost, eParapher, uSign ou Adobe. Aujourd'hui, on va utiliser du SOAP, par exemple, pour DocaPost, mais essentiellement du REST. Hein, c'est ça, Tout à Rivo. fait. Alors, dans notre contexte à nous, effectivement, alors à Dauphine, on s'est doté de DocaPost comme paraphore électronique. Et puis, ce qui a été le plus évident, c'était effectivement de développer notre client SOAP parce que d'abord, en fonction des disponibilités des API fournies par l'éditeur, eh bien, on s'adapte avec. Donc là, actuellement, à date, on a SOAP et REST fournis par DocaPost. Donc, à souhait. Donc là, on mutualise ce développement-là de communication avec le parapheur sur toutes nos applications BPM en interne. Donc on développe une fois et c'est réutilisé partout sur nos processus. Et vous aviez testé d'autres solutions avant de choisir DocaPost? Oui, en effet, on a un petit peu prospecté, effectivement, et on a entre autres fait quelques POC, donc notamment eParapher, mais DocuSign également aussi. Donc c'est assez aisé. Enfin, en tout cas, c'est facile en termes d'intégration. D'accord. Ben justement, je pense que le but aujourd'hui, c'est de faire vraiment une démonstration de tout ça. Donc, je vais te laisser la main et on va maintenant passer à la démonstration. Le but, c'est vraiment de se focaliser sur le cas d'usage particulier du suivi des contrats de mobilité internationale des étudiants, qui notamment montre l'intégration entre Bonita, donc entre un BPM et le parapheur pour la signature électronique. Et du coup, je vais te laisser expliquer tout ça dans la Très démo. bien, Je te passe la main. ça marche. Ouais, pour le moment, on ne voit pas ton écran. Voilà, là, c'est bon, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Bon, c'est top. Voilà, donc l'objet fonctionnel de ce processus, de cette application, c'est tout simplement de permettre au staff enseignant de pouvoir suivre la mobilité internationale des étudiants à Dauphine, principalement la mobilité hors Erasmus. Voilà. Pour le contexte un peu fonctionnel, faut savoir, je vous donne juste des éléments chiffrés. Donc, il y a environ en moyenne 600 contrats de mobilité qui sont gérés annuellement par le staff. Donc, vous imaginez ce que ça représente. Donc, auparavant, c'était géré de manière manuelle, donc dans les documents Office, avec remplissage à la main, des échanges de fichiers par mail, et donc signature également à la main avec le tampon. Donc, voilà, je vous passe le topo, vous imaginez très bien, vous voyez ce que c'est dans vos établissements respectifs. Donc, ça représente quand même une charge de travail assez conséquente et en termes de suivi également. Donc, ce que nous avons décidé à Dauphine de mettre en place, c'est déjà de dématérialiser effectivement ce formulaire qui va en fait servir de contrat. Donc, ce n'est ni plus ni moins qu'une application à base de formulaire, collection de données, et puis ensuite, dépôt de ces documents, donc une fois qu'ils sont remplis, auprès de la bonne personne. Donc là, en l'occurrence, comme c'est tout dématérialisé, tout ça est bien paramétré et ça atterrit entre de bonnes mains en temps voulu. Et une fois que c'est rempli, déposé, les personnes du staff ne font que vérifier, on va dire, les informations essentielles pour l'établissement du contrat, si tout est en bonne et due forme. Et puis,
un simple clic validé et ça part en signature, parce que le document est généré dans la foulée et ça part en signature. Voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous propose de faire rapidement cette démonstration. Je vais créer un contrat, on va le valider et puis après, dans un deuxième temps, je vous présente techniquement dans le studio comment c'est conçu. Et puis, je vais faire un petit focus un peu après sur les quelques étapes techniques pour vous montrer exactement c'est quoi la charge que ça représente techniquement d'intégrer un parapheur électronique et aussi de générer le document de manière, on va dire, intelligente, si je puis dire. Voilà. Puisque tout ça, le BPM nous le permet, en tout cas Bonita nous le permet avec de simples étapes techniques, avec des bons connecteurs. Donc, ça va être, je pense, aisé de vous le présenter. Alors, allons-y. Donc, l'étudiant, il a cet écran d'accueil que vous avez sous les yeux. Donc, il peut créer un nouveau contrat. Il va remplir les informations essentielles le concernant. Donc là, il est branché avec l'annuaire. Donc, on récupère le minimum d'informations et on remplit tout ce qu'on ne connaît pas de lui. Voilà. Alors, là, les informations basiques, date de naissance, nationalité, et ainsi de suite. Je mets tout et n'importe quoi, hein, ne vous en faites pas. Ce ne sont pas des informations, on va dire, contraignantes pour la partie technique. C'est purement fonctionnel, donc on ne va pas se préoccuper de la partie fonctionnelle. Alors, la conception du formulaire, dans Bonita, on a un designer, donc en fait, qui nous permet de concevoir les formulaires de manière en mode drag and drop. C'est facile d'usage, donc derrière, c'est de l'Angular. En fait, de dynamicité du formulaire. Et, en termes de technologie de développement, on est quand même bien servi parce qu'on est entre du Java, JavaScript et de l'Angular. Donc, on est bien fourni sur le marché. Quand même, on n'est pas capable de le faire. Je pense qu'on peut se faire rapidement aider par plusieurs ressources sur le marché de l'IT. Donc, alors, je remplis tout ça. Alors, je connais à peu près les règles de gestion qu'il y a derrière. Donc, je remplis l'essentiel. Et je ne vous embête pas pour le reste. Voilà. Voilà, donc là, une fois que j'ai rempli tout mon formulaire, donc l'étudiant, lui, une fois qu'il a fait ça, il soumet sa demande. Et une fois que c'est soumis, ça part tout simplement vers le, comment dire, vers le responsable pédagogique, en gros le responsable pédagogique qui va valider son dossier. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai entendu un petit bip. J'ai reçu un petit message me disant que j'ai un dossier à valider. Alors, je reçois cette notification, je vois que effectivement j'ai un dossier à valider. Je ne vous montre pas le template de mail, hein, que si je vous le montre quand même. Je pense que vous le voyez là. J'espère. Voilà. Ça permet au staff de suivre les dossiers. Et donc, le staff arrive sur son portail et dispose de sa boîte de task to do. Donc là, je vois que j'ai une tâche à faire, donc je le prends. Je vais agrandir ça pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, moi je fais un petit contrôle rapide des informations que l'étudiant a saisies. Et puis, je vais valider tout ça. OK, donc vous voyez là quelques actions possibles pour le staff. En fonction des besoins, il peut retourner à l'étudiant pour demander des informations supplémentaires, des correctifs à apporter, etc. Tout ce qui est du basique au sens BPM, au workflow du terme. Donc là, je vais tout simplement valider pour notre démo. Au clic de ce bouton, eh bien, en fait, techniquement parlant, là, on génère le contrat et ça part vers le parapheur électronique. Et à ce moment-là, c'est le parapheur électronique qui prend la main pour, on va dire, orchestrer la signature du document. Voilà. Donc, pour cela, on va tout simplement, on va quand même regarder un petit peu ce qui s'est passé donc, sur le case en question. Parce qu'il y a toujours l'effet démo, donc je veux quand même vérifier si le case s'est bien déroulé. Donc ça, c'est au niveau de l'administration du
du portail Bonita, on a la possibilité de vérifier si l'instance en question s'est bien déroulée. Si vous voyez bien mon écran, voilà tout ce qui s'est passé. Donc, je viens d'entendre un petit bip, c'est que l'étudiant a reçu un petit mail pour lui demander de venir signer. Donc là, si vous voyez mon écran, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, nous venons de traverser donc ces étapes-là. Génération du contrat, envoi du document à DocaPost, envoi des métadonnées concernant le signataire extérieur à notre système d'information. Et à ce moment-là, en fait, là actuellement, il est en train d'attendre. Il y a un timer ici. Ce que vous voyez au centre de mon écran, un timer. Bon, là, c'est la durée de la prod, je crois, 15 minutes, mais en développement, je pense que c'est beaucoup moins que ça, pour vérifier si le document est signé. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais ouvrir ce mail que je viens de recevoir, qui est ici. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous et que vous voyez bien exactement les étapes en question. Donc là, notre parapheur m'invite à me connecter. Je clique sur le bouton en question et là, je vois le document à signer. Ça, c'est en tant qu'étudiant. Là, je suis étudiant, je viens de recevoir un mail m'invitant à signer mon contrat électroniquement. Donc, je balaye le document rapidement. Je m'aperçois que toutes les informations que j'ai saisies s'y retrouvent. Là. Et à la toute fin des fins, je vois tous les blocs prévus pour l'emplacement des signatures. Donc, notre parapheur actuellement nous permet de faire un petit gris-gris à la main aussi pour compléter, en fait, en gros, l'identité de la personne qui va signer. Donc, moi, je vais juste faire un petit comme ça, là. Et ici, en bas à droite, on a le bouton signer ou refuser. Dans notre cas d'usage, je vais signer le document. De cette façon-là, en fait, ce que nous avons paramétré sur le parapheur, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui signe de manière manuelle, c'est l'étudiant, dans ce cas de figure. Parce que derrière le staff, en fait, on a mis une signature automatique. Dès que l'étudiant a signé, en fait, l'étape suivante, c'est la signature automatique pour conclure le processus de signature. Donc là, pour l'identification de la personne qui vient de signer, je reçois un petit code que je dois saisir pour finaliser la signature. 28 750. Voilà, une fois que ça c'est fait, et là on me dit que la signature a été effectuée. C'est fini, le processus est terminé. Donc le staff est intervenu. Je vous fais remarquer juste une chose, c'est que le staff est intervenu une seule fois, c'est-à-dire au moment de valider le dossier de l'étudiant. Après ça, le staff n'intervient plus. Le document il est signé. L'étudiant et le reste est automatique et même l'étudiant va recevoir ce contrat signé, totalement signé, par email et le staff ne s'en préoccupe pas plus que ça. Donc, pour conclure, je vais quand même vous montrer un petit peu le logigramme et on va aller un peu plus en détail. Donc, avant de faire ça, on va quand même regarder le contrat qu'on vient de recevoir par email. Parce que là, comme ça, vous aurez tout vu de bout en bout. Donc là, le contrat, il est ici. Voilà, je l'ai reçu. Donc, il y a une codification particulière, donc une règle de gestion que les métiers ont exprimée pour avoir un nommage des fichiers de manière qui leur corresponde, parce qu'ils vont les traiter au quotidien pour le suivi dans le parapheur. Donc, le voici, ce contrat, au final, reçu par l'étudiant. Donc, à la toute fin des fins, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc là, ici, la signature de l'étudiant, et à gauche, son identité, et au milieu, le tampon de l'établissement. Voilà. J'espère que vous avez bien vu cette partie-là. Donc là, on vient de faire le circuit complet, de suivi d'un contrat de mobilité pour un étudiant, pour les étudiants en globalité. Donc comme je vous dis, c'est environ 600 contrats à l'année comme ça qui sont générés par l'outil et qui sont suivis par le staff. Donc ça réduit considérablement le temps de traitement des dossiers. Donc techniquement parlant, je vous amène ici dans le studio. Ce processus donc est supporté par ce logigramme. Ce logigramme où on a paramétré deux acteurs, donc l'étudiant et le gestionnaire. Donc vous avez vu tout le déroulé. En fait, en réalité, dès que le contrat est validé, donc à cette étape ici, si vous le voyez bien, je viens de le sélectionner, on génère le contrat
hors Erasmus, donc hors Europe en réalité, eh bien, l'étape qui envoie à DocaPost ici, c'est une étape technique dans laquelle, en fait, on va appeler le client. On va utiliser notre client, le client SOAP que nous avons développé en interne. Et on utilise un script Groovy qui est un connecteur Groovy qui est fourni par Bonita pour appeler le web service. Vous voyez, je vous montre ici tout simplement la taille, le nombre de lignes que nous avons écrit pour se connecter à ce web service et lui envoyer le document. Ça représente, je crois, une vingtaine de lignes, une quinzaine de lignes significatives. Donc, c'est ça qui nous permet d'envoyer le document au format base64 par affaire électronique. Donc, si ça se passe bien, donc là, vous voyez ici dans le logigramme, on traite les cas d'échec pour pouvoir reprendre le processus, parce que Bonita nous permet justement de rejouer à une étape donnée lorsqu'il est tombé en erreur. Ce qui est assez intéressant parce que ça n'est pas le cas sur tous les types BPM aussi. Ça, c'est une aparté. Une fois que c'est envoyé, on envoie les métadonnées. Je vous ai dit tout à l'heure, métadonnées, c'est important parce qu'en fait, ça, c'est ce qui se retrouve sur tous les outils de parapheur électronique. Donc, notamment, les métadonnées, c'est, par exemple, les signataires de votre document. Il se peut que sur votre circuit de signature, vous avez 5 signataires, dont 4 signataires qui ne sont pas dans votre système d'information, c'est-à-dire dans votre annuaire. Donc, nous, en l'occurrence, ici, les étudiants ne sont pas dans notre annuaire interne, et donc on envoie en fait les métadonnées de ces personnes-là, c'est-à-dire le nom, prénom et l'adresse email. Et ça suffit pour permettre au parapheur de dialoguer avec l'étudiant. Et donc, ça représente quoi? Cette étape technique d'envoi de métadonnées, c'est idem, c'est quelques petites lignes de code qui appellent donc le client web service que nous avons développé pour se connecter à DocaPost. Voilà. Là, les métadonnées en question, c'est les noms, prénoms et l'adresse mail. Ça, c'est pareil, par exemple, pour le e-parapheur pour lequel on a aussi bloqué dessus. Voilà, ce sont des choses qui sont assez standards, donc ce qu'on appelle des signatures OTP. Et donc, ça permet de donner accès aux utilisateurs externes à la signature électronique. Une fois que ça c'est fait, donc ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que donc ça part, l'étudiant est sollicité par le parapheur électronique jusqu'à ce que l'opération soit complètement terminée. Et Bonita, derrière tout ça, tourne et fait les checks nécessaires auprès du parapheur de façon à savoir si le document a été signé ou a été refusé. Et donc, il y a un timer qui se positionne dessus, tout simplement, qui check, je crois, alors, je ne sais pas que je dise de bêtises, mais je crois que ça check tous les jours en production, en recette, on le met les 10 minutes. Et moi, en local, je le mets toutes les 30 secondes ou 1 minute. Alors, vous voyez, ça tourne énormément. Une fois que c'est signé, on le récupère depuis le parapheur. Donc, pareil, on sollicite le même client web service qu'on a développé. Ça nous permet de récupérer les informations sur le document et le récupérer sous forme, donc en l'occurrence techniquement parlant, on le récupère sous format base64. Et ensuite, une fois qu'on a le document, eh bien, à nouveau, le document signé, à nouveau, on en transforme en PDF et on le renvoie à la toute fin des fins à l'étudiant comme étant le document finalisé, signé. Et là, notre processus dans ce cas d'usage se termine. Ça, c'est le processus, on va dire, sans le support d'un outil de GED particulier. En l'occurrence, dans d'autres applications qu'on gère de la même façon, le même workflow, pour la signature des contrats des enseignants vacataires, par exemple, et une fois que ce processus de signature se termine, eh bien, ce document, il est déposé dans notre GED SharePoint parce qu'il devient un document de référence, en fait, qui est consultable par les différents services métiers de Dauphine. Notamment, il y a plusieurs documents dans l'autre application qu'on gère, c'est tous les documents de contractuels type RIB, sécurité sociale et puis d'autres formulaires, on va dire, qui caractérisent le contrat.
sont stockés dans notre GED et produits collectés dans le processus et déposés dans la GED parce que ces documents-là sont réutilisables tous les ans par les vacataires qui reviennent redonner des cours en interne. Et donc, en fait, la GED, elle est vraiment sollicitée en permanence parce qu'il est le lieu central qui va permettre aux autres services métiers de consulter les bons documents qui ont de la valeur, qui ont été certifiés comme corrects, qui ont été certifiés, qui ont été produits par un processus métier. Voilà. Alors, je pense que la démo s'arrête là. J'espère n'avoir rien oublié. Si vous souhaitez aborder quelques points plus précis de comment on a réalisé tout cela, je pense que c'est le moment maintenant. Et puis, Oui, alors, oui, juste avant qu'on passe aux questions, je reprends la main. On va juste faire une petite conclusion. Alors, moi, j'ai un petit… D'ailleurs, par rapport à ce que tu as montré, Rivo, pour montrer aussi un peu la flexibilité et les possibilités qu'on a, par exemple, sur le document de génération PDF, vous utilisez un web service, du coup, c'est ça, hein, pour générer le document? Ou alors, vous… le document PDF, c'est un connecteur Bonita. Ouais, c'est le connecteur Bonita, ouais. Oui, Du coup, il y a deux connecteurs Bonita pour, du coup, qui utilise Velocity, je crois, derrière, on va dire, l'enrichissement du modèle de document. Il y a deux connecteurs, donc l'enrichissement du document via les informations collectées. Et puis, une fois que c'est bien rempli, on génère le PDF dans la foulée. oui, voilà, exactement. Je voulais juste préciser ce petit point parce que c'est sur la démo, on voyait les opérations, mais pas le connecteur. Du coup, je me suis dit peut-être ça pouvait intéresser des gens. Ah Pas oui, de souci. si ça intéresse quelqu'un, je peux montrer. Bah, du coup, ouais, peut-être aux questions, ça peut être intéressant. Ça va peut-être intéresser quelqu'un, effectivement. Alors, juste, peut-être qu'on peut conclure sur un petit peu les gains et résumer. Oui. Du coup, si on reprend un peu toute ta démo, il y a eu des gains pour votre équipe et pour les utilisateurs, apparemment. Oui, tout à fait. Oui. Donc, le gain le plus flagrant, c'est d'abord pour les utilisateurs, hein, parce que pour les étudiants, déjà, d'une part, il faut savoir que les étudiants, ils ont la phobie administrative, donc tout ce qui est documents papier, etc., en plus, à l'ère du smartphone, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc là, pour eux, c'est énorme comme gain. Et les allers-retours avec le staff, c'est pareil. Et le staff, de l'autre côté, imaginez-vous tout simplement une personne qui gère 600 étudiants et voire plus, parce qu'en réalité, il y a des contrats qui n'aboutissent pas. Donc, en termes de gains, le staff il est de moins en moins frustré et en même temps de plus en plus confortable parce qu'un clic bouton sur par dossier, c'est quand même plus sympa que des formulaires à trier dans sa chemise. Voilà. D'accord. Et pour vous, du coup, alors tu m'avais parlé de facilité d'intégration, mais aussi maintenabilité et mutualisation. Tu peux juste expliquer un peu pourquoi? Alors, clairement, techniquement, design du workflow, bon, ça c'est du basique. Donc, une fois qu'on a la connaissance bien formée, parce que bon, avec l'outil, il est open source, mais une fois qu'on a la connaissance, le design du workflow n'est pas grand-chose. L'intégration, c'est quand on prend un outil comme le parapheur électronique et que votre fournisseur vous donne la liste des API à connecter. Effectivement, un développeur Java, un développeur web service, un client web service, c'est pas ce qui va le plus l'embêter. Donc, en termes d'intégration, c'est très rapide, on va dire, rapide et facile, parce que il y a 4-5, on va dire, endpoints, comme on appelle, à mettre en place. Et donc, c'est réutilisable en plus sur tous nos processus métiers. Donc, on n'a pas à redévelopper ça plusieurs fois. En termes de maintenabilité, je vous ai introduit, je crois, au début. Là, on est sur des technos vraiment très, très démocratisés. Donc, Java, JavaScript, Angular. Voilà, on trouve full documentation sur le web et également de l'assistance technique aussi, sur lequel on s'appuie énormément ici à Dauphine. Donc, oui. Voilà, c'est pas, on va dire on est vraiment gagnant, en tout cas sur l'opération, et sécurisé parce qu'on peut se focaliser, nous en interne en tout cas, dans mon métier, et on se focalise beaucoup sur le besoin des utilisateurs et leurs difficultés. Parce qu'on est rassuré par une plateforme technique qui nous permet de faire réaliser les choses assez rapidement. D'accord. Ben, merci. En tout cas, Rivo, j'espère que tout le monde a apprécié la démo.
Il nous reste 10 minutes pour passer aux questions, si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a déjà une première question. Alors, je pense qu'elle est liée à ce que tu expliquais sur la rapidité de développement justement des web services. Quelle est la charge totale du projet? Alors, la charge totale du projet, comment le décrire de manière simple? La charge totale, c'est on est une personne qui développe le projet. Donc, en l'occurrence, c'était moi. Donc, on a démarré ça, concrètement, on a démarré ça au mois de mai. Au mois de mai. Donc, théoriquement, enfin, je suis arrivé à Dauphine en janvier en plus pour ceux qui ont regardé. Donc, en mois de mai. Et puis là, on est en mise en production maintenant. Donc, j'étais seul et je ne gérais pas que ce projet-là. Donc, alors, je ne sais pas comment vous donner un chiffre. Charge totale, un jour homme pour combien de temps? 2 mois? 2 mois, je pense, c'est plié, quoi. Mais c'est assez large. Il y a des allers-retours, métiers. Tout ça. Oui, parce que le projet a un Vous avez remarqué quand même que le formulaire est simple. avec le métier, ouais. Donc, enfin, il faut savoir, hein, voilà, le formulaire est simple. Les règles de gestion ne sont pas conséquentes. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est aussi un projet simple. Mais en même temps, ça illustre bien le gain qu'on peut vraiment avoir sur ce type de projet, sur ce type d'outils, pour des utilisateurs pour lesquels ils en ont beaucoup des processus comme ça. D'accord, merci Rivo. J'ai d'autres questions. Donc, par rapport à la génération du PDF avec le connecteur Bonita, donc l'utilisateur dit qu'à sa connaissance, il ne gère pas de PDF A. Est-ce que ce n'est pas nécessaire ce niveau du coup j'imagine que ça doit être un type de PDF certifié pour un document signé électroniquement? Moi, j'avoue, je ne connais Non, pas pas ça. du tout. Alors, soit j'ai mal compris la question, soit. Donc, je répète. Vas-y, s'il te plaît. À la connaissance de l'utilisateur, la génération du PDF avec le connecteur Beneta n'est pas un PDF de type PDF, alors /A, PDF A. Est-ce que Ah, ce n'est pas nécessaire pour un document signé électroniquement? ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, parce que bah, on l'utilise, donc le document PDF, ça dépend juste après de niveau de qualité de la signature électronique derrière, mais non, ça ne nous a pas posé de problème. D'accord. Je prends encore une question. Après, il y a une main levée, donc j'ouvrirai le micro après. Donc, le moteur Bonita peut-il être installé sur site Ah oui, alors ça, je vais y répondre moi. Le moteur Bonita peut être installé soit sur site on-premise, soit dans le cloud Bonita, soit même dans un autre cloud de type AWS, Azure, etc. Voilà, ça, c'est vraiment la flexibilité de Bonita. Vous pouvez choisir l'infrastructure sur laquelle vous allez installer la plateforme. Ça peut être chez vous ou hébergé dans un cloud. Je vais ouvrir le micro à Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Delphine, bonjour Rivo, merci pour cette très belle démo. J'ai une question autour de… Tu as parlé dans ta démo que la partie staff était signée automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois que l'étudiant avait signé son document, le staff, pour éviter, j'imagine, une procédure trop complexe, signait automatiquement. Comment tu imaginerais un use case dans lequel peut-être une, 2 ou 3 personnes du staff devraient quand même revoir et signer le document? Est-ce que ça veut dire que tu introduirais ça au niveau de ton processus ou est-ce que tu déléguerais DocaPost le multisignataire, c'est-à-dire quelque part un sous-processus que tu déléguerais à DocaPost ou que tu intégrerais dans Bonita? Voilà, merci. Très, très bonne question, parce qu'on a un cas d'usage, c'est sur la signature des contrats des enseignants vacataires qui nous a posé pas mal de choses. Cette question, elle s'est posée en ces termes exacts. C'est de savoir, est-ce qu'on vise juste le document ou pas? On donne juste des visas. On peut aussi juste donner des visas, ou est-ce qu'on a juste un temps de contrôle, c'est-à-dire consultation et pouvoir réagir vers l'obstruction à la signature du contrat ou pas? Ou sinon, on met carrément des étapes de signature, ce qui est un peu plus lourd en fait en réalité, parce qu'aujourd'hui, après ça dépend de la valeur juridique du document. Donc c'est des questions. Alors on peut évidemment, par exemple, on peut le matérialiser dans Bonita, c'est-à-dire donner la possibilité aux uns et aux autres de viser le document sans forcément avoir de signature, hein,
mais le fait de dire, il est passé par moi, je l'ai ouvert, je l'ai contrôlé, bon, je libère le document, donc le processus continue sa route. En l'occurrence, en fait, c'est une façon de dire, s'assurer que les uns et les autres ont vu le document. Ça peut être fait dans Bonita, comme ça peut être aussi fait dans le parapheur électronique. Donc, en fait, en réalité, ça dépend vraiment du besoin métier. Ce n'est pas un problème technique parce qu'en réalité, si ça a une grande valeur ajoutée sur le document produit, parfois, ça peut même être une valeur du processus métier, donc on l'intègre dans le processus métier Bonita. Après, au niveau de la signature électronique, on vise vraiment à ce que ce soit le fait de signer électroniquement un document. Donner un visa, aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça représente en termes de valeur juridique, mais ça pourrait très bien s'apparenter à l'étape du processus métier qui est dans Bonita, en fait. Après, c'est au choix, en fonction de la valeur juridique du document. Parce qu'un certificat de signature, ça coûte cher. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, ça, j'imagine. Il faut y penser à ça aussi. Une autre question. Comment s'intègre Bonita avec, par exemple, l'annuaire Active Directory ou autre pour l'authentification des utilisateurs avec d'autres référentiels de type pays, codes postaux, etc. Alors, je pense que je peux commencer à la réponse déjà, et puis Rivo, si tu veux. Moi, je comprends qu'il y a deux notions. Il y a des notions un peu liées à de l'aspect organisationnel. Et donc, du coup, une personne dans son organisation, à quoi elle appartient, quel type de pays. Donc, du coup, avec des données de référentiel qui sont liées. Et l'aspect authentification d'un autre côté, qui est vraiment l'aspect je m'authentifie comme utilisateur donc dans le système. Je pense que c'est ça. Donc, dans Bonita, par exemple, on va avoir les deux concepts, justement. On a l'aspect organisationnel qui va permettre de définir une personne à quelle organisation elle appartient et quel va être, du coup, son rôle. Et on associe à ça, lié à son authentification en tant qu'utilisateur dans un système des droits d'accès. En fait, on va gérer ça et on peut aussi avoir, par le biais des API, de la gestion d'accès et de l'authentification aussi à ce niveau-là. Après, je ne sais pas comment vous avez géré ça, Rivo, notamment avec des étudiants. Oui, alors ce qu'il faut retenir, effectivement, tu as bien fait, Delphine, de scinder en deux. Il y a la partie hautante et la partie organisationnelle, la structuration de l'établissement dans lequel vous êtes. Effectivement, l'authentification, nous, on utilise simplement le CAS pour le SSO. Tout simplement, toutes nos applications internes passent par notre système de SSO qui est le CAS. Et Bonita est synchronisé avec notre Active Directory, notre annuaire LDAP, simplement pour alimenter la population avec des règles très basiques parce qu'en fait, on n'embarque pas de règles de gestion métier dans notre annuaire Bonita. Bonita s'alimente juste des utilisateurs qui sont valables, actifs dans notre LDAP. Pour toutes les parties fonctionnelles, c'est lié à chaque application qu'on déploie dans Bonita. Donc, c'est vraiment, on ne gère pas sur l'annuaire Bonita toutes les parties fonctionnelles et on gère ça par application. Oui, d'ailleurs, par rapport à tout l'aspect fonctionnel, quand on veut gérer justement des droits et des règles de gestion pour des accès sur certains, des actions sur certaines tâches, etc., on va plutôt utiliser d'autres concepts, notamment par exemple la gestion des filtres d'acteurs, parce qu'au niveau de l'organisation, on va vraiment rester sur un aspect rôle et organisationnel. Donc, bon, d'accord. Je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose, Rivo, par rapport à cette question. En tout cas, non, j'ai pas plus à ajouter. On utilise le CAS en tout cas pour l'authentification. D'accord. Je vais prendre une dernière question. Au niveau de la sécurité par rapport aux données sensibles, comment vous gérez? Par exemple, s'il y a des choses dans le processus de gestion où il y a des données sensibles qui transitent. Comment on gère je ne comprends pas bien la question parce qu'autrement, les deux. C'est courte, donc moi j'avoue que j'essaie d'interpréter. Ouais, Daniel, si vous ça pouvez dépend vraiment l'accès aux données est très limité de toute façon parce que c'est piloté par le processus. Oui. Dans Bonita, si vous connaissez l'architecture de Bonita, Bonita, il a son moteur de BPM d'un côté qui est isolé des données métiers. Donc, chaque processus a toujours une base de données métier en fait. C'est comme ça que Bonita fonctionne. En tout cas, on dissocie le processus des données métiers.
Donc, les données métiers en question, ils sont dans votre base de données interne. Donc, en termes de sécurité, on n'affiche pas on ne collecte pas les données dans le processus hors d'usage du workflow, j'ai envie de dire, techniquement parlant. Après, je ne sais pas quel Oui, est je le pense sens. que ça répond à la question, d'après ce que je comprends aussi. Et Daniel confirme que ça répond à sa question. Bah, en tout cas, je vous remercie. Du coup, c'était la dernière question, car du coup, il est temps de conclure cette live démo. J'espère que vous avez aimé ce format et que la démonstration vous a éclairci sur des idées, des projets que vous auriez, en tout cas sur ce cas d'usage précis. Un grand merci Rivo pour ta participation. C'est toujours agréable et en plus, c'est un cas d'usage très, très intéressant. Merci énormément. Et bonne journée à tout le monde et à très bientôt pour un prochain sujet. Très bien, Au bonne revoir, journée. bon Au appétit. revoir.